Réduire les phytos, c'est possible, la preuve par 3. Eh bien, allons-y. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter un petit peu les travaux qui sont suivis au Vinipol en ce qui concerne la réduction des intrants phyto. Et puis après, on verra un petit peu comment on procède pour essayer de transférer tout ça dans la pratique pour que ça arrive dans l'exploitation sur le vignoble bourguignon. Donc, en premier lieu, un essai qu'on suit sur Davallé depuis une dizaine d'années, donc avec le dispositif, les différents leviers qu'on a pu mettre en place et combiner sur la parcelle pour arriver à des résultats qui, vous le verrez, sont assez prometteurs. Et on fera ensuite un changement d'échelle pour voir vraiment dans la vraie vie comment ça se passe. Et on conclura sur les enseignements qu'on a pu tirer de ces expériences sur le long terme. Avant tout, le contexte de la mise en place de cet essai. C'est un essai qui a été mis en place en 2007, mais finalement, en 10 ans, il n'y a pas eu de grosse révolution de contexte. On est toujours face à des exigences de qualité de produit à travers un vignoble en AOC. Et aussi dans un devoir d'équilibre économique d'exploitation, et tout en limitant les impacts sur l'environnement. Finalement, les priorités de 2007, qu'on a peut-être un petit peu anticipées, mais sont les mêmes en 2017 et 2018 maintenant. Et cet essai, en fait, il devait apporter des solutions et des réponses au Grenelle de l'environnement, qui était tout frais, tout jeune, qui sortait de terre en 2007-2008, et au plan Ecophyto, donc plan avec un S, qui ont suivi par la suite. Et l'idée, c'est de développer des systèmes de production à haute valeur environnementale. Sur la parcelle, on a mis en place 3 modalités, donc on a appelé 3 modes de production. Donc une viticulture raisonnée ou durable, où là, on s'appuie vraiment sur les préconisations, les recommandations des chambres d'agriculture, notamment au niveau régional, notamment du guide viticulture durable qui a été édité en 2006, et puis au conseil départemental sur le bulletin Le Fil, par exemple, pour la Saône-et-Loire. Ensuite, on a une viticulture biologique, où là, concrètement, c'est l'application du cahier des charges AB. Alors, ces 3 modalités, on raisonne vraiment du sol jusqu'à la récolte. On ne parle pas que de phyto, on parle d'entretien des sols, de travail du sol, etc. Et puis enfin, une viticulture qu'on a appelée Ecophyto 2018, où là, l'idée, c'était d'arriver aux objectifs du plan Ecophyto, à savoir une réduction à 30% en un premier temps et 50% au terme de l'essai des intrants globaux, en intégrant diverses solutions qui peuvent arriver au fil du temps. Il n'y avait rien de fixé au départ de l'essai. On a intégré des outils et des méthodes de travail au fur et à mesure. Donc le plan, pour vous situer, on est actuellement juste ici, là, dans les bâtiments. Ça, c'est le locaux du Vinipol, la parcelle est à côté. Donc c'est une parcelle tout à fait classique pour le secteur. On est sur les chardonnays très typiques au niveau de leur densité et de leur vigueur. Et l'idée, c'est qu'on a divisé une parcelle en 3 bandes. Comme on a affaire en fait à des comparaisons des fois de travaux qui sont faits avec des outils, etc. Donc l'idée, c'est plutôt d'avoir des parcelles en bandes plutôt que de faire comme habituellement en expérimentation, de sous-diviser les rangs, etc. Comme on travaille au tracteur, c'est plus facile de travailler dans le rang, forcément. Donc 3 bandes d'essai et un témoin non traité qui nous sert d'indicateur de pression de maladie et qui nous est utile quand même pour voir qu'effectivement, comme disait Patrick Lunaladan, si on ne protège pas, on arrive quand même à des pertes de récolte assez importantes. Donc voilà l'exemple des 3 bandes avec un témoin ici sur le bout de l'essai. Donc ici, c'est la liste de tous les paramètres qu'on a suivis depuis 10 ans. Donc, on ne va pas tous les citer, mais on suit vraiment la vigne de A à Z, y compris en sous-sol, puisqu'on s'intéresse aux micro-organismes des sols, micro et macro. On fait par exemple demain des comptages de vers de terre sur la parcelle. On s'est intéressé aux levures sur les raisins. Voilà, c'est vraiment jusqu'à l'étude des coûts de ces modes de production. Et surtout en termes d'entretien des sols et de protection.
Mais là, pour aujourd'hui, on va se focaliser vraiment sur les résultats au niveau des intrants et voir comment on a pu optimiser les intrants sur les 3 modes de production. Donc, les leviers qu'on a mis en œuvre sur la parcelle, ils sont de 2 types. D'abord, des leviers ce qu'on appelle d'optimisation des pratiques courantes. Donc on commence par la pulvérisation. Donc voilà, ça a été cité par Benjamin, notamment les réglages des pulvérisateurs, etc. Voir comment la pulvée peut nous aider à réduire les doses. Ensuite, on s'intéresse au traitement en lui-même, savoir quand on le déclenche, comment on le déclenche. Donc, avec des outils assez précis, on arrive à retarder le déclenchement ou à espacer les traitements, avec notamment de la modélisation. Et puis enfin, quand on est amené à traiter, quand on n'a pas le choix, on essaye de remplacer les produits par d'autres produits moins impactants, et notamment les produits de biocontrôle. Donc là, on est plus sur des leviers de substitution que d'optimisation. Donc premier levier, c'est la pulvérisation, comme je disais. Donc on s'est basé sur des travaux assez... alors c'est pas très vieux, mais ça commence quand même à dater, des travaux faits avec l'IFV, à l'époque où Sébastien était parmi nous, où finalement, il y a eu beaucoup de comparaisons de matériels différents. Et ici, vous pouvez voir, par exemple, donc c'est un pulvérisateur assez banal, qui commence un peu à dater maintenant, mais on voit que ça, c'est la répartition de la bouillie sur les différents rangs, pardon, donc rang 1, 2, 3, 4, qui correspondent ici à 1, 2, 3, 4. Et le bleu et le rouge, c'est la répartition entre les deux faces. Et on voit tout de suite qu'entre le rang 1 et le rang 2, par exemple, on va du simple au double sur le produit reçu. Et entre la gauche et la droite, on a aussi de gros écarts avec ce type de matériel. Alors que si on prend ce type-là, avec une descente dans le rang, face par face, on a un équilibre presque parfait entre les rangs et entre les faces des rangs. Donc quand on voit ça, on se dit, finalement, avec ce niveau de produit, on arrive à protéger suffisamment. Donc là, on est en surdose. Donc l'idée, c'est quand on est avec ce matériel, on peut se permettre de réduire les doses. Finalement, la dose reçue, elle sera suffisante et la même. Donc c'est l'idée de la démarche de réduction systématique des doses grâce à une pulvérisation qui est bien ciblée et bien précise. C'était le premier levier qu'on a mis en place. Voilà, ça c'est les conclusions de 10 ans d'essai avec l'IFV, où on a conclu en disant qu'avec un matériel face par face qui est bien réglé, quand les conditions de traitement sont optimum, on peut réduire de 30% sans impacter l'efficacité de la protection. Ensuite, on s'intéresse au déclenchement de l'intervention. Donc pour ça, on s'est appuyé sur un modèle de décision en fait, qui s'appelle le POD Mildium pour processus opérationnel de décision et Mildew Oidium. Donc c'est un schéma de décision qui a été développé par l'INRA et l'IRSTEA il y a quelques années, ou très très rapidement, parce que c'est assez complexe, mais l'idée en fait c'est de sécuriser la récolte, parce que là on parle bien de récolte finale et pas d'éviter tout symptôme, on parle bien d'arriver à une récolte suffisante. Donc on sécurise par 2 traitements obligatoires par maladie, donc un oïdium, un mildiou-oïdium et un mildiou en fin de saison. Et avec ça, l'idée de base, c'était qu'on garantit de protéger une pression minimum. Et au-delà de ça, quand la pression elle est plus que minimum, ce qui arrive quand même assez souvent, les autres traitements sont déclenchés par des comptages et des interventions. Donc on va à la parcelle, on regarde s'il y a des débuts de symptômes, ou on prend des modèles pour voir s'il y a des risques, et là on traite ou pas. Ce qu'on appelle le traitement occasionnel ou optionnel. Donc voilà, c'est vraiment des traitements qui sécurisent le minimum, et après, si on doit en rajouter, c'est basé sur l'observation et la décision, elle est prise au cas par cas. Il n'y a pas de planning prévisionnel sur la campagne. Autre outil aussi qu'on a mis en place sur la parcelle, donc c'est les outils de modélisation de maladies. Donc, voilà, par exemple, Prométhée, avec qui on travaille depuis quelques années, où l'idée, c'est que le modèle simule un petit peu le développement de la maladie, et nous, on vient agir pour permettre de réguler un petit peu le développement en fonction des prévisions. Donc, par exemple, là, on imagine la pression qui monte, on traite ici, elle redescend. Donc, ça nous permet d'anticiper quand vraiment la pression va devenir trop importante
et pourra impacter la récolte. Donc on peut évaluer, on peut anticiper, et derrière, on peut réguler aussi les observations par rapport au protocole d'avant, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller compter toutes les semaines si la pression elle est nulle. Ça permet d'optimiser un peu le temps d'observation. Et enfin, dernier levier, donc là on parle plutôt de substitution, donc à travers les produits de biocontrôle notamment. Donc les biocontrôles, en fait, ils ont été officialisés depuis 2016 par une liste officielle. Hein. Ici, on voit une note de service de la DGAL. Et cette officialisation, en fait, elle définit des critères d'inscription, des critères d'exclusion. Donc, notamment, ces produits-là doivent être exempts de certaines phrases de risque. L'idée aussi, c'est de faciliter leur développement, donc à travers des process d'homologation assez accélérés. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est que ces produits-là, ils ne sont pas comptabilisés dans le total des intrants. En fait. Comme ils n'ont pas ou très peu d'impact sur l'environnement, on peut ne pas les compter dans le volume d'intrants global qu'on met à la parcelle. Ou en tout cas, on les sépare. Donc ça en fait un levier assez majeur et assez attendu de la part du plan Ecophyto 2. Les résultats maintenant qu'on a pu atteindre sur ces 10 ans de suivi, 11 ans de suivi. J'ai fait un tri, hein, on ne va pas tout voir parce que sur 10 ans, forcément, il y en a des pages et des pages. Donc on verra d'abord le nombre de passages qu'on a été amené à faire. Ensuite, on parlera de l'IFT, indice de fréquence de traitement, qu'on entend assez souvent. Et enfin, on s'intéressera à la toxicité des produits qu'on a mis en œuvre, notamment les produits classés CMR, comme on a pu voir à travers les ambitions de la charte. Le mildiou, dans un premier temps, donc le mildiou qui est... voilà. Alors, ici, on parle beaucoup de maladies, enfin de fongicides, parce qu'il faut savoir que les fongicides, c'est 80% des intrants sur la vigne. Donc, on se focalise forcément sur ce qui est le plus impactant. Le mildiou, sur ces 11 ans de suivi, donc ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a quand même on a un graphique qui est en dents de scie, donc il y a quand même une adaptation à la pression. Heureusement, on voit par exemple qu'en 2011, on a eu besoin de beaucoup moins de traitements qu'en 2016, par exemple, ou 2012 ou 2013. Donc on voit qu'on arrive bien à se calquer sur la pression réelle. Et ensuite, on voit qu'il y a des différences entre les trois modes de production. Alors pour lire l'échelle, le graphique, pardon, en bleu, on a le nombre d'antimildiou fait sur la viticulture durable, en rouge sur la viticulture biologique, et en jaune sur la viticulture qu'on a appelée écophyto. Donc, par exemple, on voit que donc, sur la viticulture durable, on a une régularité un peu plus vraie dans le nombre de traitements, puisqu'on a des règles de décision qui sont moins sévères. À l'inverse, on voit qu'en viticulture biologique, on a plus d'interventions. Donc là, c'est dû en fait à la rémanence plus courte et au lessivage des produits qui sont utilisés. Et pour la troisième modalité, la modalité écophyto, et bien là, on voit que les gains sont assez importants. Hein. On va gagner en moyenne 2 traitements et demi sur les 11 ans d'essai. Et surtout depuis 2011, là où on a, enfin 2012 surtout, où on a appliqué ce processus-là PodMildium, où on voit qu'on a limité fortement les traitements grâce à des observations assez poussées et régulières sur la parcelle. Il y a des gains qui sont quand même pas négligeables. Hein. Si on voit la 2014, par exemple, il y a des gros écarts. L'oïdium, c'est un peu la même chose, même si la pression elle est plus homogène, il y a moins d'écart entre les années, on a une pression qui est plus régulière et latente, mais néanmoins des gains importants aussi grâce à l'observation et au déclenchement des produits par l'observation. L'IFT maintenant, alors un petit rappel de calcul de l'IFT. Donc l'IFT, c'est un indice qu'on calcule pour une parcelle donnée en cumulant les indices de tous les passages. Et c'est un rapport entre la dose appliquée et la surface traitée. Donc par exemple, si on prend un produit X homologué à 2 litres hectare, si on l'applique à 2 litres sur 1 hectare, on a un IFT de 1. Si on l'applique à 1 litre, donc à mi-dose, sur toute la surface, on a un IFT de 0,5. Et à l'inverse, si on l'applique à 2 litres, mais sur la moitié de la surface, par exemple le cas des herbicides qu'on peut appliquer que sous le rang, on a également un IFT de 0,5. Donc on cumule tous ces IFT sur l'année et on a un IFT parcellaire.
Donc ça, c'est l'évolution des IFT globaux, donc qui comprend fongicides, insecticides et herbicides sur les différentes années. Donc là, on voit encore hein, des effets millésimes assez importants, avec 2011 où on a une grosse chute. 2012 et 2013, on remonte. Donc là, on a l'effet de la pression parasitaire, mais également de la lutte obligatoire par rapport à la flavescence dorée. Donc là, c'est un traitement pénalisant, mais on n'avait pas le choix à cette époque-là. Et puis des retours un peu plus au calme, notamment 2015 ou 2017, avec des années un peu plus faciles que la moyenne. Et finalement, on voit sur ces 10 ans que dans la viticulture durable, qui finalement, hein, je le répète, mais c'est ce qui est préconisé au quotidien dans les bulletins, on est déjà à une réduction de 25% par rapport aux objectifs du plan Ecophyto. Grosso modo, on y est. Ensuite, en viticulture biologique, on a une réduction de quasiment 40% par rapport au plan. Et enfin, dans la modalité où on a vraiment mis le maximum, on a fait le maximum d'efforts et de réflexion, on est là à 64% de réduction. Donc c'est quand même des réductions qui sont assez significatives et marquantes, avec des objectifs qui sont déjà atteints avant la date limite, voire dépassés pour certains. Alors, ce qui peut paraître choquant, c'est de voir ici qu'en biologique, on n'est qu'à 38%. Donc on va essayer d'aller plus loin et de mettre en jeu le dernier levier, qui est les biocontrôles. Donc je disais que ces biocontrôles-là, ils ne sont pas comptabilisables dans le calcul global. Donc si on les retire, forcément, on a des résultats encore meilleurs, avec un IFT abaissé de 28% en moyenne sur les 10 ans pour la viticulture durable. Et puis là, on a une égalité entre la viticulture biologique et l'écophyto, avec une réduction à quasiment 70%. Tout ça parce qu'on ne compte pas le soufre qui est classé dans la liste des biocontrôles. Donc ça peut paraître un petit peu tiré par les cheveux et mathématique, sauf que le soufre a beaucoup moins d'impact que des produits qu'on peut utiliser en viticulture classique. Mais on retrouve, quoi qu'il arrive, ces effets millésimes. Donc c'est beaucoup plus facile de réduire les intrants en 2011, en 2015, qu'en 2016 et 2012, par exemple. Et ça, il faut bien l'avoir en tête que la réduction, l'objectif, c'est une chose. Après, la pression qu'on a en face, c'est une autre chose. Ce qu'on a vu aussi, c'est que l'IFT là, sur la viticulture qu'on a appelée durable, il est assez proche d'un IFT local, donc qu'on évalue hein, tous les ans avec des enquêtes, à quelque chose près, et mis à part l'effet insecticide, notamment obligatoire, qui fait monter sur certaines zones. Mais on est assez proche de la pratique réelle des viticulteurs. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir un essai qui correspond à peu près à la pratique. On voit qu'on a deux exemples de réduction, enfin de mode de production où on a des réductions assez poussées, des résultats assez intéressants. Et on voit que finalement les objectifs fixés en 2008 qui paraissaient un petit peu hauts et inatteignables, au moins sur un essai hein, où on passe du temps à suivre et à être très réactif, au moins là c'est atteignable, voire largement atteignable. Avec, vous voyez, 25% c'était 2020, 50% en 2025, et là on est déjà, nous, à moins 60, donc on est déjà en troisième démarque, hein, finalement, sur cet essai-là. Donc l'autre point, c'était aussi la nature des produits qu'on utilise. Donc ce pictogramme-là, il n'a pas été présenté encore, donc voilà, je vous le montre, il fait peur. Il est associé en fait aux produits classés CMR, donc cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Et l'ambition de la charte, enfin, ça va au-delà aussi, hein, c'est de réduire l'utilisation de ces CMR, voire de s'en passer. Et là, en fait, c'est le recours à ces produits CMR qu'on a eu sur les différentes années sur l'essai. Donc on voit que l'évolution, elle est assez intéressante. On est parti en 2007 avec entre 5 et 7 produits classés CMR dans le programme, et on arrive en 2017 à 0. Mais finalement, en 2007, ces produits CMR-là, enfin, déjà pour la plupart, ils n'étaient même pas tous classés. Ici, là, c'est un calcul que j'ai fait en début de saison, en prenant le classement actuel sur des produits qu'on a passés il y a 10 ans. Mais le classement, il a évolué, en fait. Donc c'est vraiment un classement maximisé.
Et finalement, en 2007, ces produits-là, on n'en tenait pas beaucoup compte, quoi. On ne les différenciait pas des autres. Et on voit que naturellement, la baisse, elle s'est effectuée. Alors, bien sûr, vous me direz, en bio, il n'y en a jamais eu des produits. Donc, c'est l'avantage de l'AB, c'est qu'on a des produits avec beaucoup moins d'impact sur l'applicateur et la population. Mais en tout cas, dans la viticulture dite durable et éco-phyto, naturellement, on a une baisse de ces produits-là. Et quand on a commencé à vouloir les réduire, on était déjà en 2014-15, finalement, l'effort était assez faible à fournir, et on y est arrivé en 2 ans, on est arrivé à s'en passer. Sur une année 2017 qui était quand même pas la plus difficile entre nous. Alors, c'est bien de réduire, après, il faut aussi protéger, c'est l'idée, hein. Quand je disais que les témoins permettaient de voir la vraie pression et la perte de récolte, il faut quand même protéger les parcelles. Donc ici, c'est un cas sur mildiou en 2016, avec un témoin qui est atteint à plus de 70% des grappes et une description de récolte à presque 50%. On voit que dans les 3 cas, on a une protection qui est largement satisfaisante, en tout cas qui est suffisante pour protéger la récolte. Donc on avait une date à mi-juillet et une date fin juillet où on voit que, alors il n'y a plus de témoins parce que le témoin, il n'y avait plus de grappes à compter. On voit qu'il y a quelques symptômes. Donc la grande barre là qu'on voit à chaque fois, c'est le nombre de grappes touchées. Donc il y a quelques grappes touchées effectivement, mais en tout cas l'intensité, qui est égale à la perte de récolte, elle est assez minime et acceptable au regard de la pression qu'on a connue en 2016, qui était une pression jamais égalée. En fait, c'est le record de pression qu'on a enregistré sur le département. Donc voilà, une intensité limitée par rapport à la pression. Sur Oedium, c'est pareil, hein, je ne vous ai pas tourné les années, mais voilà, on constate une protection dans tous les cas suffisante et pas d'échec avéré de protection. Et le juge de paix, ça reste bien sûr la récolte et de savoir ce qu'on rentre à la cave plutôt que ce qu'il perd par des pourcentages quelconques, quoi. C'est vraiment ce qui intéresse le producteur et l'exploitation en général quand on parle d'équilibre économique. Donc là, c'est l'évolution des rendements qui sont estimés. Alors estimés à partir d'une récolte de 50 souches qu'on fait, hein, on récolte souche par souche, et après on estime ça par rapport à la densité et on fait un abattement parce qu'on sait que tous les pieds théoriques ne sont pas présents et ne produisent pas tous. Donc voilà, c'est un peu une cote, mais qui est assez près du réel quand même. Ça, c'est le rendement cible, c'est le rendement de l'appellation Saint-Véran, hein, à 66 hectos. Et vous voyez que c'est pareil, là on est un peu en dents de scie, avec des grosses pertes de récolte constatées en 2007, en 2013. Mais finalement, donc 2007, là, c'était un gros gel de printemps. 2013, une année plutôt fraîche, des problèmes physiologiques, de la coulure, etc. On ne va pas tout se cacher derrière des excuses. On a eu aussi un échec de protection sur la modalité éco-phyto. On a une attaque de mildiou plus que dans l'autre. On a loupé un traitement. Voilà. Quand je parle de règle des décisions, on s'est loupé une fois. On a perdu d'un coup là, 10-15%. Donc ça arrive, mais c'est arrivé une fois sur 10 ans. Et on a appris de ça. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'en tendance, là, le rendement des modalités bio et éco-phyto, il redevient à la hausse. Et je dis il redevient après un gros traumatisme, là, qui est le travail du sol. Puisque ces modalités-là, elles ne sont plus désherbées, elles sont travaillées. Et finalement, les impacts et du climat, avec des accidents qu'on peut connaître, et les pratiques autres que la protection, sont plus importants que les réductions de protection qu'on a pu appliquer. Voilà, donc le responsable, c'est plus le labour que le manque de produits. Alors vous me direz, oui, c'est bien beau, c'est un essai, c'est suivi par un technicien qui a en gros que ça à faire, d'être là quand il faut et de compter le lundi pour traiter le mardi, etc. Donc on a voulu prendre un peu plus de hauteur et augmenter l'échelle. On a transféré cette étude-là, alors surtout la partie éco-phyto, sur les vignes de la Chambre à Reuilly, où on a extrapolé sur 1 hectare complet, donc traité au tracteur par le responsable des vignes sur place, déclenché par nous, ce qui fait qu'on n'est pas sur place, donc il y a quand même un temps de réaction qui est assez important,
Mais on voulait justement mettre ces contraintes pour voir si c'était applicable en dehors d'une petite parcelle. Donc depuis 2014, on suit cette parcelle-là de 1 hectare sur Reuilly, avec donc à peu près les mêmes leviers, hein. On n'a pas d'herbicide, le sol est travaillé, et on applique du podmildium, on réduit les doses parce qu'on a une pulvée qui est aussi performante, et on met en jeu des produits de biocontrôle. Et les résultats, ils sont là. Donc on avait 3 modalités, pareil, hein. On a un prototype 1 où on fait des efforts minimum, on va dire. On fait du podmildium, mais quand on doit traiter, on ne fait pas attention au choix du produit. Un prototype 2 où là, on met un maximum de produits de biocontrôle en jeu. Et puis ça, c'est la parcelle d'à côté qui nous sert de référence, de comparaison. Ça, c'est les IFT sur toutes les années. Donc on voit, hein, déjà pareil, un effet millésime important, mais en tout cas, on voit une réduction systématique des IFT totaux. Et si on enlève les biocontrôles, bah forcément des IFT qui sont fortement baissés. On note aussi que la référence, on réduit aussi les doses, parce que la pulvée, elle est aussi bonne dans la référence que dans la parcelle. Donc on compare déjà avec une parcelle où on optimise déjà les intrants. Donc on a déjà moins 25% ici par rapport aux objectifs. Donc ici, on réduit encore au-delà de ça, jusqu'à 35-45% par rapport aux objectifs d'Ecophyto. Toujours pas d'impact sur la récolte. Enfin, il y a eu des impacts, mais qui sont dus, pareil, au gel qu'on a pu connaître dernièrement. Et une qualité satisfaisante pour une parcelle classée en AOC Reuilly. Si on prend encore plus de hauteur, là, ça c'est le cumul des traitements réalisés sur le département, pareil, à partir d'une enquête de pratique, hein, qui est réalisée, vous voyez, depuis 2000. Les traitements fongicides, mildiou, oïdium en haut, donc avec ces montagnes russes, là, selon les années. En vert, ici, on a les traitements anti-pourriture. Donc on voit que de moins en moins, c'est un problème sur la région. Et puis ça, c'est les traitements divers, donc, où là, on a rangé les traitements insecticides, et notamment contre la flavescence. Donc on voit le pic, hein, ici, en 2013, avec un traitement obligatoire sur tout le département. Ce qu'on note quand même, c'est qu'en pratique, les viticulteurs s'adaptent quand même naturellement à la pression, puisqu'on voit que l'intervention, elle est pas la même en 2012 qu'en 2011, et qu'elle redescend en 2015 sur les années sèches. Donc on remarque bien les années sèches, hein, 2003, 2011, 2015, 2017, et à l'inverse, les années plutôt humides, à forte pression, avec ici 2012, 13, on avait 8 aussi, qui était pas mal, 2004 par rapport à l'oïdium. Donc ça, naturellement, c'est pris en compte par la viticulture et par les pratiques courantes. Et si on fait la somme de tous ces traitements, ben on voit qu'on a une tendance qui est quand même plutôt à la baisse dans l'ensemble des pratiques. Donc on a une baisse qui est certes douce, mais qui est sûre. Et la baisse d'intrants et la réflexion, je pense qu'elle est là, hein, par rapport au débat de la journée. Après, voilà, il faut du temps pour transférer ce qu'on a acquis au niveau de l'essai pour que ça aille jusque dans la pratique. Et les efforts de réduction, ils sont aussi perturbés par des accidents climatiques assez forts et assez notables au long du parcours, et par la lutte obligatoire notamment, qui vient aussi perturber tout ça, qui rajoute 3 traitements là où on fait les efforts sur le reste. En conclusion, donc on voit qu'au bout de 11 ans de suivi, la réduction des intrants de manière très forte et significative, c'est une réalité possible. On voit aussi qu'il y a un effet millésime qui est très impactant. Donc là, c'est à prendre en compte, et que du coup, ça oblige à avoir peut-être un calcul sur le long terme, en tout cas des références sur le long terme. On voit que pour aller à 30%, c'est plutôt simple, hein, on réduit un petit peu les doses, on investit dans une pulvée assez performante, on fait des réglages, voilà, il n'y a rien de sorcier. Après, pour aller au-delà, c'est quand même beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'observations, des modèles, etc. Où là, il y a besoin d'un accompagnement technique. Et puis l'idée, maintenant, l'ambition, c'est de démontrer à plus grande échelle cette faisabilité, notamment à travers des traitements sans CMR, sans herbicide, comme ça a été dit, avec un programme avec l'interprofession, sur des points de démonstration qui seront visités dans les années à venir. Voilà,
Juste un petit mot des financeurs de l'étude et les travaux du Vinipôle, entre autres. On est largement soutenu par divers financeurs qui nous permettent de faire tout ce travail. Voilà, il me reste à vous remercier. Merci Florent.